Vous allez entendre beaucoup de choses que vous avez déjà entendues. La chose qui est un peu différente, c'est que moi, je me situe dans un cadre qui n'est pas le même, puisque je suis orthophoniste, donc je suis soignante, donc je reçois des enfants qui vont pas très bien, et surtout qui ne parlent pas ou qui parlent très mal. Je suis orthophoniste, et les enfants qu'on me confie ont des troubles du langage, des retards plus ou moins importants. À l'âge où d'autres bavardent déjà, et jubilent de découvrir le plaisir du fonctionnement mental et tous les possibles de la langue, ceux-là sont empêchés de communiquer par la parole. Ce ne sont pas des enfants souffrant de troubles sensoriels comme la surdité ou neurologiques. Ce sont souvent des enfants qui n'ont pas eu, au moment des premiers liens, la joie des premiers échanges. Déjà, à ces premiers instants de la vie, le langage n'était ni une ère, ni un temps de jeu. J'ai une expérience en santé mentale au centre Alfred Binet, avec des enfants d'âge scolaire qui ne sont pas souvent tranquilles pour apprendre, et aussi au centre Myriam David, qui est une unité mère-bébé, où j'ai surtout travaillé avec des tout-petits, pour lesquels le lien symbolique et la langue étaient peu investis par les mères, souffrant parfois de pathologies psychiatriques ou sociales, pathologies souvent liées à l'exil. Ne pas parler à 2 ans, ça viendra, disent certains. C'est vrai que dans certains cas, et la plupart du temps, ça vient plus tard. Et l'intervention d'un professionnel n'a pas lieu d'être. Mais parfois, c'est important de soutenir l'enfant et ses parents dans la mise en place du langage et le processus d'appropriation de sa langue. Car dans ces traitements, je demande toujours aux parents de participer, l'un ou l'autre, et parfois l'un et l'autre. C'est important de pouvoir s'appuyer sur eux. Et puis souvent, les difficultés relationnelles de l'enfant tarissent les capacités créatrices de ses parents. Ils oublient leur propre plaisir à jouer, à raconter des histoires, à parler pour ne rien dire. C'est compréhensible, car comme il n'y a pas de réponse immédiate, il n'y a pas d'émerveillement possible. Il ne reste parfois qu'un sentiment d'impuissance et une grande frustration. L'inquiétude les transforme en pédagogues dans l'attente de performances illusoires. Vous savez, ce sont ces parents qui essayent de faire répéter des mots, ou bien des phrases, ou bien, un peu plus tard, qui tentent de leur apprendre l'alphabet ou les chiffres alors qu'ils n'en sont qu'au balbutiement du langage. Ce sont des parents inquiets qui, en quelque sorte, ne savent plus quoi faire pour être de bons parents. Les traitements du langage pour des enfants très petits doivent se situer du côté des investissements. Investissements que l'enfant doit avoir pour la relation, la communication, et plus tard pour les mots, leur forme, leur musique et leur pouvoir de liberté. Nous devons considérer le traitement du langage comme un cadre privilégié où l'enfant va pouvoir se tourner vers le monde. C'est une généralité, bien sûr, pour tous les traitements, mais les nôtres ont une spécificité. Nous avons à l'esprit le langage de l'enfant et celui de ses parents. C'est pourquoi, lors du premier entretien, après avoir fait le point sur un éventuel déficit sensoriel ou neurologique, c'est surtout ce qui se passe entre les parents et l'enfant qui m'intéresse. Quelle utilisation font-ils du langage ? Comment la mère parle-t-elle à son enfant ? Comment est sa voix ? Quelle est son intonation ? Que dit-elle de lui, de sa vie, d'elle-même, du monde en général ? Comment le dit-elle ? Que lui transmet-elle ? Comment s'y prend-elle pour communiquer quand il ne parle pas ? Que comprend-elle de ce qu'il veut dire ? Et lui, comment se fait-il comprendre ? Quel regard a-t-il ? Quelles sont ses expressions ? Quelle appétence a-t-il du langage ? Et quelle réponse donne-t-on à ses envies ? Et aussi, quelle distance peuvent-ils prendre l'un par rapport à l'autre ? Quel espace de jeu se réserve-t-il ? Il y a des mères qui vous disent d'emblée qu'elles ne savent pas jouer. Elles le disent souvent comme un regret. Elles savent déjà que c'est dommage pour elles et l'enfant, pour ce qui ne peut ne pas se passer entre eux. Ou bien, elles le disent de façon provocante, ce qui veut dire à peu près la même chose. Mais il faudra faire avec au cours du traitement. La première fois que nous rencontrons l'enfant et ses parents est un moment très important, moins par l'évaluation de ce qu'il peut dire
que par ce qu'on va déjà pouvoir mobiliser. Ce n'est pas un moment magique, mais ce qu'on va proposer à l'enfant et à ses parents, dans notre façon de parler, notre matériel, etc. Le contenu de ce que nous disons, les liens que nous faisons entre le cadre et la vie extérieure, tout cela peut provoquer une surprise, un intérêt mobilisateur. Et parfois, c'est avec une histoire ou un livre de tout petit que quelque chose se passe la première fois. Souvent, les enfants que je rencontre sont surpris par ma prosodie, la musique qu'ils entendent dans ma voix. On n'apprend pas à parler à un enfant. Je dirais qu'il vient au monde en même temps qu'à sa langue maternelle. Elle est comme un édifice, une construction mouvante et chatoyante qui occupe sans cesse ce qui l'entoure. Elle est incontournable, solide dans le meilleur des cas, garante des représentations, des idées et de l'histoire transmise. Ce bébé qui dort dans son berceau sait déjà en reconnaître l'enveloppe, c'est-à-dire les intonations et la mélodie. Et peu à peu, on sait qu'il va en analyser chaque élément qui la constitue, faire des liens et s'en emparer dans son intégrité. Dans un cadre comme celui de la séance d'orthophonie, un tout petit et sa mère vont pouvoir, au cours des jeux, des histoires et de tout ce qui est inattendu, retrouver un espace intime de communication. Dans ma pratique, le temps des livres est un temps attendu, un temps suspendu. Il y a toujours un temps pour l'histoire, le moment rituel avant la fin de la séance, avant la séparation. Pour certains enfants, c'est difficile de l'écouter. Ils ont du mal à être tranquilles, même avec le support du livre. Je choisis toujours les livres les plus simples, où le texte est bien rythmé, où les mots ou les phrases reviennent comme un refrain. J'accorde au texte des intonations lentes, il m'arrive même de chantonner. Il y a des histoires qui s'y prêtent plus que d'autres, bien sûr. L'intonation est la façon particulière d'insister sur un mot ou une forme attire peu à peu l'attention de l'enfant et il se laisse aller à rêvasser, plus près de moi, puis à écouter. Parfois, il est attentif et prend son parent présent à témoin, créant une complicité autour de l'histoire. Chaque enfant, quel que soit son âge, et même parfois des adolescents et de jeunes adultes, a ce moment de lecture à haute voix dans mes séances. Pour les enfants qui vont bien, la lecture à haute voix des contes et des histoires est une première rencontre avec la langue écrite où le temps n'est pas le même, l'ordre chronologique n'a plus cours et les moments du temps sont bousculés. La langue de l'enfant va être confrontée à une autre énonciation de cette même langue, plus riche et souvent plus juste, plus universelle, moins familière. Je ne reprendrai pas le passé simple. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui des tout petits, car la mère ou le père est là, ou les deux, quelquefois, et lire à haute voix un livre à un enfant devant ses parents est un exercice singulier. Tout ce qui semble gratuit est périlleux dans un traitement d'un enfant sans langage. Quand je dis que c'est périlleux, c'est que pour les parents, souvent c'est compliqué d'accepter qu'on mette le plaisir à la première place et que ça n'est que du plaisir là du coup. Mais il faut attendre qu'eux-mêmes en prennent pour que les choses se règlent un peu. Donc j'ai intitulé la deuxième partie « Autour de Jeanne HB ». Les 3 vignettes cliniques qui suivent montrent 3 effets différents d'une lecture d'un livre de Jeanne HB qui s'appelle « Ça va mieux » chez 3 enfants du même âge qui n'allaient pas très bien. Thibaut va avoir 3 ans. Il m'est adressé par la pédopsychiatre qui le voit 1 fois par semaine. Il parle très mal et le tableau clinique est assez inquiétant. Il n'a pas de limite, il fait des colères folles. Il est intenable dans le vrai sens du terme. Il n'est plus supporté à l'école où il vient juste d'entrer. Quand je les rencontre, je trouve surtout que la maman de Thibaut est triste. Elle parle très bien des difficultés de son fils, mais elle est atone, très figée dans son corps et dans ses expressions. Quand elle s'adresse à lui, sa voix est sans vigueur, elle est découragée. Lui me provoque beaucoup, fait le contraire de tout, se précipite sur les jouets sans en rien faire, sinon passer de l'un à l'autre. Il ne me regarde pas vraiment, il fonce, il parle par mots-phrases, les verbes sont à l'infinitif. Il a un trouble d'articulation sur les soufflets qui le rend assez inintelligible. En fait, il n'a pas l'âge pour que j'intervienne évidemment sur un trouble d'articulation, mais c'est important de noter qu'il n'est pas toujours compris.
Il tente d'ouvrir les tiroirs de mon bureau, et comme je l'en empêche 2 ou 3 fois, que je ne cède pas, il se couche par terre, il crie, il pleure, il me tape. Il est très en colère. Sa mère est imperturbable, elle ne peut pas intervenir, mais n'a pas l'air de m'en vouloir de ma rigueur. Peut-être même qu'elle en est soulagée, qu'elle trouve elle-même un étayage. Je dis, tu sais Thibaut, tu pourrais aller sur les genoux de ta maman, je te lirai une histoire. Il me regarde méchamment, allongé par terre. Il ne répond pas. Sa mère ne dit toujours rien. Je prends le livre de Jeanne HB, ça va mieux. Le héros est un bébé qui a froid et qu'on couvre, faim et qu'on nourrit, soif à qui on donne à boire, qui tombe et qu'on console, etc. C'est surtout un bébé qui pleure et qu'on calme. D'une page à l'autre, au gré des émotions, je joue des intonations, je laisse traîner ma voix. Thibaut se lève et va sur les genoux de sa mère, en se levant contre elle. Il met son pouce dans sa bouche et en leur présentant le livre ouvert, je continue ma lecture. Il n'en perd pas une miette. Sa mère me dit que c'est la première fois qu'elle le voit écouter une histoire, mais je crois que cet enfant qui cherche des limites perpétuellement s'est senti enveloppé et contenu par la voix et le corps de sa mère contre lequel il était lové. Car cette maman parlait à son enfant d'une voix normale. Elle n'utilisait pas la voix des mères, c'est-à-dire celle qu'on appelle le mamanet. Vous savez ce que c'est le mamanet ? La voix des mères qui traîne. Elle ne pouvait pas le faire. Le livre de Jeanne HB permet cette façon particulière de parler, en traînant sur les voyelles, en abrasant un peu les consonnes dures, en donnant à la voix une tonalité qui est celle du mamanet. Il y a peu d'enfants sans langage qui résistent à cette lecture. Sébastien a juste 3 ans. C'est un enfant qui présente des troubles autistiques. Sa consultante me l'adresse en insistant énergiquement pour que je le voie 3 fois par semaine. C'est très rare, hein ? Il a une voix plate, sans relief. Il ne dit quasiment rien, il ne pointe pas. Évidemment, il n'y a pas d'attention partagée. Il est très rigide sur le plan moteur. Il regarde surtout mon écran d'ordinateur où il y a une forme qui bouge comme un poisson dans un aquarium. Il ne va ni vers sa mère, ni vers son père. Pendant les premiers mois, c'est le père de Sébastien qui l'a accompagné aux séances. J'ai beaucoup joué devant eux avec des personnages, des figurines d'animaux. Je lui lisais des livres à images cachées qui le laissaient sans réaction. Ceux qui disparaissaient n'étaient vraiment plus là. Ces jeux de coucou ne trouvaient aucun écho. Ils ne manifestaient rien. Et puis, quelques semaines après le début du traitement, j'ai proposé Ça va mieux de Jeanne HB. Sébastien est assis sur les genoux de son père, le dos appuyé à sa poitrine, comme dans un fauteuil. Son père le tient dans ses bras. Moi, je suis en face d'eux et je leur présente le livre ouvert en racontant. Je laisse beaucoup traîner ma voix. Je passe d'une intonation inquiète et désolée à une intonation rassurée. « Oh, il pleure ce bébé-là, il est tout nu. Il a froid ? Ah, ça va mieux, il a bien chaud sous la couverture. » Je marque chaque événement et parfois, je fais un lien avec la réalité du bébé Sébastien ou en tout cas avec ce que j'en suppose. Ils regardent tous les deux le livre. Dans le regard de Sébastien, il n'y a pas encore de lueur d'intérêt particulière, mais il regarde dans la même direction que son père et il est présent dans ce moment, même s'il est silencieux. Peut-être qu'il voit le livre sans le regarder vraiment et que ce qui le sollicite, c'est la voix qui l'enveloppe en même temps que les bras de son père. Il n'est pas rare que les petits me réclament ces livres, je dirais plutôt ces instants, séance après séance. Dans ce livre, les 2 dernières images montrent d'abord le bébé qui pleure dans son siège auto parce qu'il a sommeil. Et enfin, l'enfant endormi dans le même siège, la tétine dans la bouche et le doudou sur le ventre. Sébastien a pointé l'image et il a dit « voiture ». Il pointait ce qui entourait le bébé. Il avait reconnu le lieu, la porte, la poignée, le contenant en somme. Mais un contenant bien rigide. Il restait loin du bébé qui dort. Et ce, malgré ma voix qui racontait, assez modulée et berçante. J'ai alors parlé de lui qui a reconnu la voiture parce que il s'est souvent endormi, comme ce bébé-là. Le père a évoqué le maxi-cosy, le siège auto. Mais il n'a rien dit de Sébastien, comme si ce rapprochement était trop difficile. Il est resté comme son fils, à la lisière, au contenant. Ce sont des moments assez durs en fait, car il n'y a pas de partage d'émotions. Et puis, quelques mois après le début du traitement,
j'ai proposé un nouveau livre. Il s'agit de Je m'habille et je te croque de Bénédicte Guettier, sur le thème de L'où y es-tu ? Tout se déroule comme dans la comptine. Alors je chante en leur montrant les images. Le père reprend le refrain en protégeant Sébastien de ses bras. Je fais grandir le suspense jusqu'à « J'arrive et je te croque, je te croque ». Sébastien est sur les genoux de son père comme d'habitude. Mais au moment où je dis cette phrase, son père fait mine de le dévorer en l'embrassant dans le cou. Ils semblent tous les deux dans un plaisir d'échange et j'entends Sébastien rire, ce qui n'arrivait jamais. Il se met tout contre son père, il se laisse faire, il s'abandonne aux bisous. La semaine suivante, il se dirige vers la bibliothèque en disant distinctement « Loulou, bébé, bébé ». C'est déjà du langage, il s'adresse à moi, il me demande les 2 livres des semaines précédentes, mais sûrement lui restent en mémoire les expériences de plaisir et d'ouverture liées à ces 2 livres et qu'il veut retrouver. Je peux m'emparer de ces bons souvenirs pour revenir aux séances d'avant et les raconter comme une histoire. J'ai dans l'idée que dans la première séquence de ce traitement, le père de Sébastien était trop près de la réalité et qu'il lui était plus difficile d'évoquer quelque chose, d'un souvenir tendre ou de manifester la moindre émotion. L'histoire du loup, plus à distance, lui a permis de se rapprocher. Plus tard, Sébastien a pu choisir les histoires qu'il voulait entendre et jouer au voleur de mots. Qui a parlé de ça ce matin? Je ne me souviens plus. Je laissais la phrase ou le dernier mot en suspens et c'est lui qui terminait la phrase avec l'intonation adéquate. Il s'était approprié l'histoire et ses mots, mais aussi la musique. Même s'il ne les comprenait pas, tous, ça n'avait pas beaucoup d'importance, il jouait avec. Sébastien est un enfant que j'ai suivi très longtemps. Il aimait les histoires, mais il n'aimait pas lire seul. Il ne comprenait rien, disait-il. Il était alors presque adolescent. Il n'arrivait pas à voir ce qu'il lisait. Alors moi, dans les séances, je lisais pour lui et il dessinait. Un jour, que je lisais Le Roi Arthur de Michael Morpurgo, il a fait un magnifique dessin. Il a dessiné le jeune Arthur, l'épée brandie, la roche et l'église avec les vitraux représentant la nativité et la crucifixion. Il y a mis des couleurs, c'est un dessin vivant et qui en quelque sorte raconte la vie. Je suppose que le dessin l'aidait à étayer ses représentations. Sacha a 3 ans. Quand je le rencontre pour la première fois, il vient de perdre son père dans des conditions assez dramatiques et sa mère est encore sous le choc de ce deuil brutal. Il n'est pas utile que j'en dise davantage, si ce n'est que Sacha se désorganise et qu'il ne parle pas beaucoup, sinon parfois, en écholalie à voix basse pour lui-même. L'écholalie, c'est quand l'enfant répète des choses assez vides. Un jour, je lis le livre de Jeanne HB, Ça va mieux. Il répète chacune de mes paroles avec mon intonation. Il est très proche, debout devant moi, presque front contre front, et nous regardons le livre. Il dira encore, et je le lirai 3 fois. C'est bientôt la fin de la séance. Il s'empare du livre et le récite spontanément tout seul, en tournant les pages. La mère commente d'un air ravi. Il a une excellente mémoire. Il lit le livre de nouveau. Mais là, il s'installe à côté d'elle. Elle ne réalise pas du tout qu'il n'attend qu'une chose, c'est d'être pris dans les bras. Et il dit, parce que c'est l'avant-dernière phrase du livre, « Ah, ça va mieux dans les bras de maman ». Et il grimpe sur les genoux de sa mère. Sacha utilise le livre comme un porte-voix, une sorte de messager. Il y a un héros de livre pour enfants que j'aime beaucoup, c'est Minnie Bill de Lindgren Erickson. Je ne sais pas si vous connaissez Minnie Bill. C'est le personnage du bébé terrible, celui qui passe son temps à faire peur à sa mère en disparaissant. Il ne rêve que plaise et bosse. Il y a une série de livres de Minnie Bill qui sont un peu plus soft que le bébé terrible. Chacun de ces livres met en scène Minnie Bill avec un objet de sa vie. Le ballon, la couche, le pot, le nounours, la tétine, le bain, etc. Et Minnie Bill fait toujours un peu le faraud, mais ça ne tourne jamais bien. Et maman arrive. Et parfois, elle est fâchée, et parfois, elle est consolante. C'est très intéressant de voir comme les enfants s'attachent à Minnie Bill. Pourtant, Minnie Bill est assez moche, il n'est pas séduisant, il se met toujours en danger,
Il monte sur les tables, il met le chien dans le bain, il fait pipi par terre. Et les enfants que je suis sont en général un peu choqués par toutes ces transgressions, même si souvent ils rient sous cape. Il ne sera sûr que quand maman arrive. Minnie Bill est un petit garçon, mais malgré son très jeune âge, il fait beaucoup de choses tout seul. C'est une réalité improbable qui frise l'impossible. Et l'élément de réalité, c'est maman qui arrive et qui arrange tout. Ce sont les premières histoires. Il y a un avant et un après, et ça finit bien. C'est un coquin, disent certains enfants en souriant. C'est un héros auquel il est facile de s'identifier, car maman arrive toujours. Quand je lis des histoires aux enfants devant leur mère, au début, il y a au mieux quelques sourires complices, une promesse de plaisir partagé. Mais pas toujours. Ce serait trop beau. Il y a des mères qui sortent leur téléphone, qui sortent du cercle, qui ne regardent ni moi, ni l'enfant, ni le livre. Leur attention est ailleurs. C'est difficile, mais il m'arrive que de me dire que le but du jeu, c'est de la ramener et que bien sûr, il va falloir du temps. L'enfant souvent tente, avec ses moyens, de raconter l'histoire à sa mère quand le livre est refermé. Le plaisir qu'il a pris, la nouveauté de l'histoire, il veut tout partager avec elle et c'est parfois difficile. Il y a des mères à qui on n'a jamais raconté d'histoire ou bien qui ont du mal à se mettre dans une position de passivité pour écouter celui qui raconte. Et puis, il y a celles qui prennent presque toute la place, qui deviennent des petites filles. Ce moment est pour elles, en tant qu'enfant. J'aurais envie de créer des groupes de mères, des groupes où elles viendraient seules, de la lecture que pour elles. J'ai travaillé avec des jeunes adultes. Je leur ai lu des livres dans une relation thérapeutique duel. Ils se plaignaient de ne pas pouvoir lire de romans. Trop difficile. La raconteuse que j'étais servait peut-être de tiers entre le livre et eux. Finalement, peu à peu, le livre était désacralisé, plus familier. S'ils ne devenaient pas de vrais lecteurs, la littérature ne leur faisait plus peur. Il fallait du temps, bien sûr, mais il faut toujours du temps. Je vous remercie.